7h13 minutes, notre éditorialiste, il est professeur avocat. Il nous informe, il nous apprend, il nous dérange des fois également. Mais c'est ça, c'est un total package, comme on dit. Maître Frédéric Bérard, comment ça va? Hey, salut Michel, je suis content de te parler. Je saute dans le bain tout de suite. Je sais que c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais un petit mot tout de suite pour petit mot d'encouragement, pensée, en tout cas ce que tu veux, prière pour ceux qui sont croyants envers les Ukrainiens là, qui en ont plein la gueule. Ça a commencé un peu plus tôt cette nuit, là, vers 11 heures dans notre cas ici. Et puis je sais pas si tu as vu ça passer, là, mais c'est vraiment la guerre. Et c'est les Russes qui décident d'envahir carrément l'Ukraine telle qu'on l'anticipait, telle qu'on en parlait depuis 2 semaines, mais on pensait toujours que Vladimir Poutine bluffait ou allait virer, ou allait penser, ou allait pas avoir le courage de ses ambitions. T'as tout à fait raison. Il y avait toujours l'espoir diplomatique, mais en même temps, connaissant la bête, là, c'est pas surprenant. L'Ukraine est un pays ultra riche d'un point de vue naturel, d'un point de vue agriculture. C'est un positionnement pour lui. Et quand j'ai vu là, qu'il a envoyé paître le Canada, j'ai dit OK, là, ça c'est très, très mal parti. Qu'il envoie paître Biden, ça c'est assez prévisible. Mais quand tu es rendu à envoyer paître de cette manière-là, le Canada, qui est quand même un joueur, on s'entend, plutôt insignifiant là, à l'échelle internationale, pas parfaitement insignifiant, mais beaucoup plus, par exemple, que les États-Unis. Là, je me suis dit, OK, là, il va se passer quelque chose. Puis tu as vu là, déjà des morts. Et là, les prétextes de Poutine sont d'un mensonge. On a parlé souvent de la notion du mensonge en politique, toi et moi. Et ça, là, c'est un cas d'espèce flagrant. De dire, l'Ukraine s'apprête à aller chercher la bombe nucléaire. C'est pas vrai du tout. On doit protéger les civils de l'Est du pays. C'est pas vrai du tout. Vous voyez, là, les bombes que vous entendez, c'est des bombes ukrainiennes. C'est pas vrai du tout. Et là, on essaie de justifier ça dans un mensonge total. Puis ce qui est le plus grave, puis j'arrête avec ça, c'est que tu as Donald Trump qui a sorti publiquement hier pour dire, je regarde Poutine aller, puis c'est un vrai génie, ce gars-là. Je le connais bien, c'est un génie. Donc, imagine-toi si Trump finit par ramasser la présidentielle en 2024, le beau combo qu'on va avoir. Puis pensons aussi, puis surveillons ça, ce qui va se passer avec la Chine. La Chine a été un des très rares pays à ne pas condamner la Russie. Donc, est-ce que la Chine est en train de se préparer à faire elle-même un coup similaire avec Taïwan? Tu te souviens, on en a déjà parlé il y a ça quelques mois, toi et moi. Est-ce qu'ils sont en train de préparer une invasion sauce chinoise? Ben, ça se peut. Auquel cas, actuellement, là, on peut s'inquiéter parce que très clairement, l'Europe est sur le point de virer à la guerre au sens assez fort du terme. Ça fait plus de 75 ans qu'on n'avait pas vu un truc semblable. Et j'ai envie de penser que les Américains marchent à pieds nus sur une planche de clous, c'est-à-dire autant du côté de l'Ukraine parce que les Chinois n'ont pas condamné les Russes, puis autant face aux Chinois qui pourraient maintenant profiter de la situation pour aussi s'en prendre à Taïwan. Ça c'est ma prédiction, non, mais ma crainte, oui. Et puis, s'il y a une job que tu peux pas dans la vie, c'est celle de Joe Biden actuellement, parce que comme tu viens de l'expliquer là, très pertinemment, là, ce gars-là est coincé d'une façon ou de l'autre. Parce que si tu as la Chine puis la Russie sur 2 fronts parallèles, qu'est-ce que tu veux faire? À suivre, évidemment. Là, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est la guerre, il y a des bombes, il y a des morts, il y aura des millions de personnes sans abri qui vont qui vont tenter de quitter le pays. On verra bien comment ça va se dérouler. Et aussi, surtout, la réponse de l'OTAN. Ça va être très, très important. Là. Quelle sera la réplique militaire? Et est-ce que l'OTAN a les comment je dirais, les assises assez solides pour faire face à une Russie, sachant que la Chine pourrait peut-être s'en mêler? C'est des questions qui sont drôlement importantes. Et je te dirais qu'on tape un point tournant, là. Peut-être pas dans l'histoire de l'humanité, là, mais dans l'histoire récente, on vient de prendre un point de bascule, je te dirais, on verra où ce que tout ça va nous mener, mais oui, en tout cas, moi, tout ça pour dire pour l'instant, là, mes pensées aux civils ukrainiens, ceux qui, imagine-toi, là, c'est comme si le Québec était indépendant depuis X temps. Puis,
paf, débarquer à une force étrangère, appelons ça le reste du Canada. Puis je sais que c'est loufoque là, comme exemple, là, mais peu importe. Non, c'est géographiquement, ça ressemble à ça un peu, là. Un peu, puis là, t'es ici, toi, tu vis ta petite vie tranquille, tout va bien, t'achales pas personne. Puis là, du jour au lendemain, tu as 200 000 soldats étrangers à la frontière avec des milliers de tanks et qui débarquent ici en claquant des doigts. Merci, on prend le pays, hey, c'était ben fun. Puis ils disent que le Québec, c'est une création artificielle, dans le fond, qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Tu fais quoi? Ouais. Moi, si je te dis, les militaires, évidemment, j'ai une pensée pour eux dans ce cas-ci, surtout qu'ils sont en désavantage numérique là, de façon très, très évidente, mais une pensée encore plus particulière aux civils. Certains d'entre eux ont pris les armes à la demande du gouvernement ukrainien. Tu sais, tu donnes des AK-47 à Joe Blow, dire comment tu penses que ça va finir? Ils n'ont pas trop le choix s'ils veulent se défendre. Puis là, s'il y a des pays qui décident d'intervenir, c'est comme déclarer une guerre mondiale. C'était le mot que je voulais pas employer, mais tu viens de mettre le doigt dessus. Ça, c'est la prochaine étape. Si l'Europe vire à la guerre et la Chine décide de s'en mêler, c'est ça. On pourra pas en faire l'économie, ça c'est assez évident. On sort d'une pandémie en plus. Ça va donc bien. Ça n'a pas d'allure. Bon. On a du fun. Pendant ce temps-là, chez nous, je parlerai tantôt avec le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu. Les mesures d'urgence ont été révoquées 48 heures après leur adoption officielle. Justin semblait dire, M. Trudeau semblait dire, là, finalement, on pense que tout est réglé, puis que les petites menaces qui restent, la police peut s'en occuper elle-même. Oui, ça, c'est quand même particulier, hein, parce que ça a pris de la loi sur les mesures d'urgence pour qu'il se passe quelque chose de sérieux. On l'a vu. Oui. Par contre, tu me demandes, moi, comme constitutionnaliste, est-ce que j'étais à l'aise avec une loi semblable? La réponse, c'est non. Mais est-ce qu'elle était nécessaire à ce moment-là? La réponse, c'est oui. Est-ce que c'est, par contre, une bonne idée de la faire perdurer dans le temps? Si l'urgence est maîtrisée, évidemment que ma réponse, ça va être non. C'est une mesure, c'est une loi d'exception. Donc, fait que dans le fond, tu es parfaitement d'accord avec le gouvernement. Je suis d'accord avec Justin. Puis quand ceux qui ont critiqué au début en disant oui, mais là, pourquoi ça reste, pourquoi la loi est encore là, l'urgence, un instant, là, parce que premièrement, il y avait une possibilité de nouveaux convois, enfin, d'autres camionneurs qui redébarquent d'une autre manière. Ça, c'était la première chose. Puis l'autre affaire qu'on oublie, là, puis on le voit là, avec le cas de la Russie, c'est qu'imagine-toi donc que le gouvernement va pas toujours dire l'ensemble, va pas toujours dévoiler l'ensemble des informations qu'il a dans ses poches. Voilà. Dans le sens où si son service de police, je dis pas que c'est le cas, je le sais pas, c'est juste une hypothèse, mais qui me semble plausible, si son service de police dit, là, il va se passer telle autre affaire, et puis le prochain convoi est financé par les Russes. Puis là, tu ris, là, mais ça, le dernier volet que je viens de te dire là, je l'ai entendu. Il y a une partie de l'argent qui était destiné aux camionneurs qui provenait de la Russie. Puis quand je te dis que je l'ai entendu, je ne l'ai pas entendu de une ballonne sur le coin de la rue. Je l'ai entendu de sources très sûres et de sources très fiables. Parce que le job de Poutine, c'est de déstabiliser les démocraties occidentales. Rappelle-toi, il l'a fait pendant la présidentielle de 2016 avec Trump. Tout à fait. Trump, par-tu sais quoi, pendant tout son mandat, c'est quand même assez pratique quand tu as le président des États-Unis et tu es capable de le faire chanter aux 2 secondes. Or, dans ce cas-ci, il a essayé, puis là, c'est pas le premier de ses soucis, là, on s'entend bien, il a essayé un peu la même affaire très indirectement. Donc, il y avait des gens pas trop catholiques dans ce convoi-là, qui n'avaient pas d'affaires là, mais absolument pas, puis qui pouvaient représenter une menace pour la sécurité nationale. Puis ça, ce volet-là, il est peut-être pas terminé encore, là. Rappelle-toi ce que Poutine a dit pas plus tard qu'hier. Il dit qu'il va y avoir des sanctions, des contre-sanctions très graves pour ceux qui soutiennent l'Ukraine. Or, si tu es le Canada... Allô? Oui. Alors, on s'est perdu un petit peu, Frédéric, là. Ah oui, bon, excuse-moi. Donc, c'est ça pour te dire que, tu sais, si les répercussions de la part de la Russie sont présentes, comment le Canada peut gérer tout ça? Or, donc, de faire perdurer dans le temps une loi sur des mesures comme celle-là, sachant qu'il y a peut-être une menace imminente encore, c'est peut-être justifié. Mais ça, évidemment, Trudeau ne va pas sortir devant les médias et dire, écoutez, j'ai peur de Poutine, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Il ne le dira pas. Maintenant, là, il a révoqué sa loi.
c'est une bonne affaire. J'imagine qu'il y a tous les éléments en main pour arriver à cette conclusion-là. Et puis tant mieux, mais reste que faut être prudent parce que là, on voit bien que la géopolitique mondiale est en train de se transformer. Le Canada a pris parti, mais quand on prend parti, il y a souvent des répercussions. Rappelle-toi la Chine, l'affaire des deux Michael encore cet automne. C'est pas impossible qu'il y ait d'autres trucs du genre qui puissent survenir à l'avenir. Et là, qu'on se comprenne bien, je suis pas en train de te dire que c'est les Russes qui ont organisé le convoi de camionneurs à 100%, c'est pas ça que je dis, mais est-ce qu'il peut y avoir une influence à ce niveau-là et qu'il pourrait en avoir une nouvelle prochainement? Peut-être. À suivre, évidemment, et d'un côté et de l'autre. Frédéric, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer ça et on se retrouve sans faute en début de semaine prochaine. Michel, comme c'est le week-end, oui. je veux te laisser une citation de paix. Si tu me le permets, ça va être... Je te permets toujours une citation ou une référence biographique. Ça me fait toujours bien plaisir de t'entendre. Ben, t'es fin. Écoute, ça vient de Émile de Girardin, c'est vieux, c'est 1867, mais ça dit tout pour moi. On cherche le génie dans l'homme de guerre. Pourquoi ne pas le chercher dans l'homme de paix? Pourquoi persister à vouloir enfermer la paix dans le cercle étroit et tant de fois parcouru de la routine? Pourquoi ne pas faire au hasard une aussi large part dans la paix que dans la guerre? Pourquoi la paix, comme la guerre, n'aurait-elle pas sa stratégie, ses éclairs, ses batailles et ses victoires? C'est de circonstance ce matin. Merci du beau message. Bon week-end tout le monde, puis pensez aux Ukrainiens. Salut Frédéric. Salut. 7h25. Manchette, Pierre-Jean. Au retour, le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu.